Cher professeur, bienvenue. Bonjour Gilbert. On est heureux de vous récupérer parce que vous avez été un peu malmené par la Covid. Eh oui. Et comme quoi, on peut être prof d'histoire et attraper la Covid. Les grandes pandémies qui touchent notre continent. Voilà. Ça va bien, là, vous avez oui, j'ai repris le poil de la bête. Vous avez repris le sens de l'histoire. Oui, voilà, exactement. Parfait. Alors aujourd'hui, on va évoquer un sujet qui, je dois le reconnaître, n'est pas forcément dans mon champ de connaissances parfaites, c'est l'Empire ottoman. Alors, je vous rassure, c'est le cas de très nombreux Français et Européens de l'Ouest, parce qu'on n'a pas été touchés. On n'a pas été touchés, voilà. Et pourtant l'Empire ottoman joue un rôle considérable dans notre histoire, dans le bouleversement même de l'Occident. Et la première question que je vous pose, c'est qu'est-ce que ça veut dire Empire ottoman ? Alors, l'Empire ottoman a fait trembler les Européens, donc c'est vrai que chez nous, ce n'est pas très connu dans la mesure où... il y a une amnésie par rapport à ça, et une méconnaissance. Alors, première des choses, la méconnaissance, dans la mesure où les Ottomans, c'est un petit peuple d'abord, ce sont les Turcs, qui venaient du Turkestan, donc des confins de la Chine, et ils ont migré vers l'Ouest. Et ils sont arrivés en Méditerranée, donc dans la Turquie actuelle, à peine au début du XIe siècle, donc ça a été quand même très récent. Ce peuple turc s'est converti à l'islam, donc quand on parle de l'Empire ottoman... Alors quelle période la conversion à l'islam ? La conversion à l'islam, c'était en chemin, avant d'arriver, si vous voulez. Donc, les Turcs ont battu une armée byzantine en 1071 à Manzikert, et ça a été le début de la confrontation entre Ottomans et Byzantins. Ils étaient déjà convertis à l'islam sunnite. Si mes filles vous écoutent, que vous avez eu comme élève, je suis sûr qu'elles se demanderaient, mais qu'est-ce que l'Empire byzantin ? L'Empire byzantin, c'est... Moi, je le sais, mais oui, c'est l'héritier de l'ancien empire romain d'Orient en 460. Parce que l'empire romain était divisé entre l'Occident et l'Orient. Avec deux capitales, à l'ouest, Rome, qui tombe en 476. Et Constantinople, justement, qui va mourir sous les coups des Turcs ottomans. Voilà. C'est ce que je vais développer un petit peu. Alors, je rappelle quel est un petit peu le fil conducteur de cet exposé. C'est de rappeler que les peuples d'Europe centrale et orientale, dont nous parlons souvent aujourd'hui, avec bien sûr l'incontournable monsieur Viktor Orban, on nous fait croire effectivement que les peuples d'Europe centrale et orientale, s'ils ne veulent pas accepter de migrants, notamment musulmans, c'est tout simplement parce qu'ils ont été figés dans le communisme entre 1945 et 1989. On nous explique qu'effectivement, ils sont un petit peu en retard par rapport à nous, qui subissons faut le dire, la sous-culture américaine depuis 1945. On a été habitués à ces sociétés. Bon, on veut nous faire croire ça. Ce n'est pas tout à fait exact. C'est-à-dire que les peuples d'Europe centrale et orientale ont été envahis, colonisés, soumis et de façon très dure par l'Empire ottoman. Donc c'est ce que j'étais en train de dire au départ. Donc quand on parle de l'Empire ottoman, bon, c'est un vaste empire. Alors un empire, il faut quand même le rappeler. Conquérant, très conquérant. Donc la notion d'empire est fondamentale, c'est-à-dire un empire, c'est un vaste territoire qui a été constitué à partir de conquêtes militaires. Conquête militaire, je rappelle quand même que le sultan turc agitait le djihad. Le djihad, qui était le fer de lance de la conquête. Bon. D'autre part, donc c'est un empire qui est multiethnique. C'est de cela qu'il va mourir, d'ailleurs. Oui, on va en parler de ça, mais allons doucement sur le chemin. Oui. Ils se convertissent, les Ottomans. Oui. Vous avez la racine du mot ottoman ? Oui. Alors, ottoman, c'est la racine, c'est le premier, c'est le fondateur de la dynastie. Nous, on dit ottoman, mais c'est Osman. Osman Ier. Rien à voir avec... Non. Non, Osman Ier était un Gazi. Le Gazi, c'est le seigneur chez les Turcs Seldjoukides, c'est un seigneur de guerre, et qui a atteint son
sa parfaite indépendance. Donc après les Turcs seldjoukides est venu le moment où les Ottomans, donc les descendants d'Osman, ont pris le pouvoir. Et l'Empire ottoman meurt au lendemain de la Première Guerre mondiale. Donc entre 1299 et 1919, c'est la dynastie des Ottomans qui a régné, qui a gouverné ce vaste empire. Alors, on comprend bien que les pays d'Europe centrale, qu'on présente aujourd'hui comme des peuples rétrogrades finalement, oui, c'est ça, ont derrière eux une longue histoire sanglante, oui, de conquête de la part des Ottomans, principalement des Turcs. Et les Turcs étaient l'ethnie dominante. Dominante, voilà. Absolument. Comme les Autrichiens dans l'Empire austro-hongrois. Voilà. Alors, le problème, c'est que ces Turcs arrivent en Méditerranée au début du XIe siècle. Osman Ier devient le chef de la dynastie, le fondateur de la dynastie. Et le problème, c'est que début XIVe siècle, les Ottomans passent en Europe. Jusqu'à présent, ils venaient d'Asie, ils passent en Europe. Et ils se lancent dans la conquête de l'Europe. C'était leur objectif. Alors, d'abord, ils s'emparent de Gallipoli, puis ensuite, leur objectif, c'est Constantinople. C'est Constantinople, qu'ils prennent en 1453. Il faut rappeler quand même le traumatisme que ça a été, y compris pour les Européens de l'Ouest. Les Européens de l'Ouest ont considéré que la prise de Constantinople était un signe avant-coureur de la fin du monde, de l'apocalypse. Et effectivement, les Ottomans s'emparent de Constantinople, ils mettent fin à l'Empire romain d'Orient, même si ces chrétiens étaient orthodoxes, qu'il y avait une rupture avec l'Occident, ça n'en demeurait pas moins des chrétiens. Voilà. Empire romain d'Orient dont toute la chrétienté cherchera à faire une reconstruction mythique. Oui, bien sûr. Charlemagne, par exemple. Bien sûr. Alors, justement, on va pas entrer dans tous les détails. Parce que là, ça serait trop compliqué. Parlons de la chute de Constantinople. C'est quand même incroyable que la chrétienté ne soit pas venue au secours. Alors si. Et si. Le problème, c'est qu'il y a eu une croisade. Il y a eu une croisade. Non, mais au moment où Constantinople est assiégée. Oui. Bon, les assiégés attendent du secours. Oui, alors le secours est arrivé auparavant, mais ils ont été vaincus. Il y a eu une bataille dans la Bulgarie actuelle, qui est Nicopolis. Il y aura ensuite une autre bataille à Varna. Ils ont été arrêtés, vous voulez dire. Ils ont été arrêtés. Ils ont été arrêtés dans la mesure où... Enfin, quand même, les Turcs ont été très malins, parce qu'ils ont réussi à transporter l'armement... Les navires en passant. Il y a un épisode, moi je tiens ça de Stefan Zweig, qui a écrit un très beau texte là-dessus. Alors, ça, il faudrait le raconter. Parce que oui, mais alors, si je puis me permettre, le si problème... vous n'aimez pas les Turcs, c'est quand même un bel hommage là, non, mais, à l'art militaire. Non, mais attendez, les Turcs ont été admirables dans leur organisation. Le problème, la confrontation entre les Turcs ottomans et les Européens, c'est qu'à cette époque, au XIVe, XVe siècle, les Turcs ont une longueur d'avance par rapport aux Européens, pour plusieurs raisons. D'abord, ils ont un empire qui est centralisé. On sait très bien que l'administration ottomane fonctionnait très bien, du simple paysan jusqu'au grand vizir et au sultan, alors que l'Europe était à la fin de l'âge féodal. On a deux sociétés, une féodale et une qui est déjà une société moderne. Et la société moderne, ce sont les Ottomans. Alors maintenant, il faut savoir une chose, c'est que les Ottomans avaient une capacité militaire qui était exceptionnelle, puisqu'ils avaient déjà des régiments, ils ont fait une utilisation des armes à feu qui était vraiment massive, donc très en avance par rapport aux Européens. Mais alors surtout, il faut quand même rappeler ce qui s'est passé. Les Ottomans raflaient, il n'y a pas d'autre mot, raflaient les enfants chrétiens, les garçons. C'était l'impôt du sang. L'impôt du sang, c'était les enfants chrétiens des Balkans, justement, qui étaient raflés, c'est-à-dire qu'ils étaient kidnappés, envoyés en Anatolie, l'actuelle Turquie, et mis de force, confiés de force à des familles musulmanes, et ils étaient convertis de force à l'islam. Une fois qu'ils avaient surmonté ce traumatisme, ils devenaient troupes de choc du sultan. C'est ce qu'on appelait les fameux janissaires. Les janissaires, on croit que ce sont des troupes d'origine turque, ce sont des chrétiens des Balkans convertis de force. Alors maintenant, il y a un autre élément, c'est que tous ces chrétiens convertis de force à l'islam pouvaient faire carrière dans l'Empire ottoman. Oui. Ça offrait effectivement des perspectives d'ascension sociale qu'il n'y avait pas en Europe occidentale. Certaines peuplades d'Europe centrale et orientale ont profité
profité de cette occasion pour effectivement avoir des promotions. Le grand vizir, qui était le premier ministre du sultan, bien sûr musulman, était souvent d'origine chrétienne, grecque ou de Roumanie ou serbe, etc. Voilà. Et quant aux petites filles, elles étaient souvent, elles aussi, envoyées dans des harems pour les bons plaisirs du sultan. Voilà. On revient à la chute de Constantinople. Oui. Parce que, à part quelques érudits, malheureusement, c'est pas trop enseigné aujourd'hui, c'est survolé. Peu de gens savent ce que ça a représenté, la chute de Constantinople. C'est une... moi, je vais vous dire, je me reporte au texte de Stefan Zweig, qui est remarquable. C'est la fin d'un monde, c'est vraiment la fin d'un monde. Complètement. Et c'est le début quand même d'une conquête de l'islam. Oui. Qui va aller jusqu'en Autriche. Oui, 2 fois. Jusqu'à Vienne. Voilà. 2 fois le siège de Vienne. Du reste, sauf erreur de ma part, les croissants. C'est ça. C'est un souvenir mais complètement. Alors, de l'occupation de Vienne. Hein. Alors justement. Et le café aussi. Le café aussi. Alors, quand on va en Europe de l'Est, et j'ai eu cette chance d'aller à Vienne pendant plusieurs mois, ce souvenir de l'invasion turque et de tous les efforts qui ont été faits pour repousser les Turcs ottomans, c'est inscrit partout. On le voit, justement, on parlait dans la culture, le café, les croissants, les viennoiseries, ça vient de là. Les Turcs ont mis 2 fois le siège à Vienne, donc c'est très à l'ouest, Vienne. Une fois en 1529, c'était Soliman le Magnifique, d'ailleurs dont la mort en 1566 marque le début du déclin de cet empire. Et la seconde fois, c'était en 1683, et les Turcs, alors il faut s'en souvenir, ont été vaincus par une coalition européenne. Coalition européenne, c'est-à-dire qu'il y avait des Allemands, une armée européenne. Oui, une armée européenne, des Allemands, des Polonais, Jean Sobieski, roi de Pologne, qui a libéré Vienne, dont la femme était française d'ailleurs. Voilà, donc c'est formidable. Alors justement, aujourd'hui, on ne veut plus trop parler de ça parce que la France a eu un rôle très ambigu à cette époque. La France a eu un rôle très ambigu. Vous parlez de quelle époque? Vienne ou bien... Je vous parle de cette époque de l'Empire ottoman, lorsqu'il était... Sur la longue durée, alors. Voilà, sur la longue durée, quand il a été une menace, surtout au XVIe siècle. Bon, il faut quand même savoir que François Ier s'est associé aux Turcs ottomans. Le roi chrétien, le roi de France. Alors François Ier... Ça donnera plus tard les lettres persanes. Oui, mais bon... Effectivement, il y a ce rêve. Non, mais ça veut dire que la culture française, à un moment donné, a été malgré tout sous une mode... Il y a un mirage orientalisant. Il y a un mirage orientalisant, et justement, face aux Turcs, François Ier s'est allié aux Turcs. On disait l'alliance impie dans l'Europe chrétienne. François Ier s'est allié aux Turcs. Et alors, attention, le point d'orgue de cette alliance franco-turque, c'est l'attaque de la ville de Nice par une armée franco-turque. La population de Toulon a dû être évacuée pour laisser la place aux Turcs. Alors, bon, on peut l'expliquer aujourd'hui dans la mesure où François Ier avait été fait prisonnier par son grand rival Charles Quint à Pavie en 1525. Le désastre de Pavie. Voilà. Et le problème, c'est que la France, le royaume de France, était enserré. Très beau livre de Jean Giono au passage. Oui. Très beau livre, à signaler au passage, comme ça. Complètement. Et... le problème, c'est que le royaume des France était le seul territoire qui échappait aux possessions des Habsbourg, qui régnaient à la fois sur l'Allemagne, sur l'Italie, sur l'Espagne et sur ses possessions américaines. Donc les Turcs sont venus jusqu'à Toulon. Oui, bien sûr. Mais bien sûr, mais donc avec l'autorisation et la bénédiction du roi de France. L'Europe les intéresse beaucoup quand même. L'Europe les intéresse beaucoup. C'est-à-dire que si les Autrichiens, parce qu'en fait ce sont les Autrichiens qui les ont arrêtés et qui ont mené la reconquête, si les Autrichiens ne les avaient pas arrêtés, ils auraient continué jusqu'à l'Atlantique. Il n'y a pas de souci. Voilà, l'Empire turc-ottoman n'aurait pas simplement... Parce qu'il faut se rappeler d'une chose, parce que ça on ne le dit pas. Les Turcs ottomans se sont emparés de l'Empire arabo-musulman.
musulmans. Lorsque, à la mort de Mahomet en 632, les premiers califes se lancent à la conquête de la Méditerranée, les Arabes fondent un empire en un siècle qui va de l'Espagne jusqu'à l'Inde. Ce qu'on oublie de dire, notamment par rapport à la conquête de l'Algérie par la France, c'est que ces Arabes musulmans ont été des vassaux, ils ont été conquis, dominés jusqu'à la Première Guerre mondiale à peu près, par les Turcs ottomans. Donc les Turcs ottomans ont battu les Byzantins, ils ont vaincu les Arabes, mais ils étaient effectivement, ils partageaient avec eux la même religion, l'islam sunnite, et ils voulaient s'attaquer effectivement à l'Europe occidentale. Donc il y a quand même une longue histoire, bien entendu, d'hostilité. De conquête, oui. De conquête, on peut dire, de conquête. Voilà. Ce qu'il faut comprendre, c'est que les Européens, je parle bien des Européens, les Européens ne pourront rebondir, parce que là, on est dans une situation, effectivement, d'effacement. D'effacement économique, démographique, culturel, mémoriel. Nous ne pourrons reprendre dessus qu'en maîtrisant notre propre histoire. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on voit? On voit que les peuples dont on parle beaucoup, qui ont une dynamique très très forte, la Chine, les Turcs, etc., sont des gens qui ont une mémoire longue. Ils ont une mémoire longue. C'est-à-dire que dans les Balkans, justement, en Europe centrale et orientale, quand vous parlez avec des Serbes, les Serbes, eux, eh bien, parlent de leur défaite face aux Ottomans en 1389, la bataille de Kosovo. Les Hongrois ont été vaincus à Mohacs en 1526. Pour eux, dans leur mémoire collective, c'était hier. C'est comme si en France, on parlait de Poitiers, comme si c'était hier, ou la prise de Nîmes par les troupes musulmanes. Voilà. Nous, ça s'est estompé, alors que chez eux, ça reste très très vivace. Voilà. Alors, je reviens un petit peu au rôle ambigu qu'avait joué la France. Donc, François Ier, lui, bon, on peut comprendre, il s'est associé aux Turcs ottomans pour desserrer l'étau que représentait la dynastie des Habsbourg. Voilà. Je rappelle quand même que à l'époque, ça passait pour une trahison. Mais contrairement à ce qui se passe aujourd'hui, il n'y avait pas en France sous François Ier une 5e colonne islamique qui se serait installée en France. Voilà. C'était juste de la stratégie. Mais les successeurs de François Ier, eh bien, on continuait cette alliance avec le Turc. C'était une fascination. Je parlerai de Charles IX pendant les guerres de religion, qui n'est pas intervenu. Aucun Français n'était présent. Si, 2 Français étaient présents à la bataille de Lépante, 1571 quand même. Victoire navale du camp chrétien contre les Turcs ottomans. Que 2 Français. Pourquoi? Parce que Charles IX était empêtré dans les guerres de religion et il pensait faire l'interface entre le monde chrétien et le monde musulman. Une chimère qui est partagée encore par de nombreux politiques en France. Une question. Comment expliquez-vous, au passage on salue nos amis arméniens quand même, qui ne doivent pas être oubliés. Complètement. Ils font complètement partie de cette histoire. Ils font complètement partie, malgré eux. Complètement partie de cette histoire cruelle, génocidaire. Oui. Comment expliquer qu'il y a toute une période, je ne voudrais pas dire de bêtises, parce que ce n'est pas un sujet que je maîtrise très bien, qui pourrait partir d'Atatürk jusqu'à la fin de la Première Guerre mondiale. Alors, peut-être, on va en discuter, je vous soumets l'idée, et on va conclure là-dessus, parce que malheureusement on est tenu par le temps, où on a quand même une Turquie européenne à ce moment-là. Vestimentairement, culturellement, laïquement, européenne. Alors, effectivement, là, il y a un sujet. Mais alors, ça serait trop. Il faudrait faire. On peut faire un deuxième tome. Voilà. Bon, en fait, l'Empire ottoman est mort. Parce qu'à ce moment-là, avec Atatürk, le voile, non, ça oui, justement. Plus. La femme, Gilbert, juste pour répondre à votre question, voilà. Alors, le problème de l'Empire ottoman, il est mort de la même mort que les autres empires. C'est-à-dire, c'était un empire qui était multiethnique. On a parlé des Arméniens, on a parlé justement des peuples des Balkans, les Grecs, les Roumains, les Serbes, les Hongrois.
mais les Grecs, ils ne gardent pas un bon souvenir non plus des Turcs. Tous ces peuples se sont révoltés parce qu'ils étaient chrétiens, qu'ils étaient européens, contre un peuple qu'il faut rappeler. Et les Turcs sont asiatiques, ne sont pas européens, hein, et musulmans. Alors maintenant, cet empire est mort aussi parce que sa dimension islamique l'a empêché de progresser au niveau économique. C'est ce qu'avait compris Atatürk. Et Atatürk donc, devient le premier président et le fondateur de la Turquie moderne. Il met fin au califat en 1924. Pour lui, tout ce qui rappelait l'islam, dans sa version ancienne, hein, c'est-à-dire conquérante, etc., était synonyme d'archaïsme. Il voulait ancrer la Turquie à la modernité. Et pour lui, la modernité, c'était l'Europe. Donc, il a mis fin au califat, il est allé très loin. Les Turcs, entre 1924 et 1928, adoptent notre calendrier, notre alphabet. Le fez, qui était la coiffe des hommes, a été abandonné. Interdit. Le voile pour les femmes, interdit également. Et c'est allé très loin. C'est allé très loin. Alors, justement, ça nous renvoie à l'autre personnage très puissant de l'Europe, de la Turquie actuelle, qui est M. Erdogan, qui s'inscrit dans l'héritage d'Atatürk dans la mesure où c'est un nationalisme turc. C'est ce qu'il faut voir. Que ce soit chez Atatürk ou chez Erdogan, il y a un nationalisme de l'ethnie turque. Voilà, une très grande fierté d'être turc. La différence entre Atatürk et Erdogan, c'est que Atatürk, lui, pensait que pour faire évoluer la Turquie, il fallait mettre sous la domination de l'État l'islam, ce qui n'est pas du tout un modèle de laïcité comme nous. Il y a séparation. Il fallait effectivement que l'État domine l'islam, qui était la religion dominante. Monsieur Erdogan, actuellement, se distingue d'Atatürk dans la mesure où il est convaincu que l'identité turque est indissociable de l'islam et de l'islam radical, puisqu'il y a effectivement aujourd'hui le programme d'Erdogan, c'est un nationalisme islamique. Ils vont entrer dans l'Union européenne? Enfin, moi, je voterai contre. Hein. Eh bien, écoutez, je n'y suis pas spécialement favorable. Je voterai contre et M. Erdogan, de toute façon, vu le tour sa politique. Je rappelle quand même que vous avez des soldats turcs qui sont maintenant en Syrie, en Libye, qui interviennent de nouveau contre les Kurdes, qui interviennent contre les Arméniens. Donc, oui, il veut reconstituer l'Empire ottoman. Et en ce sens, bon... En définitive, on se rend compte, on va conclure là-dessus, hein. On pourra la prochaine fois, du reste, consacrer une émission sur la prise de Constantinople. Oui. Parce que vraiment, on met dans le détail, parce que la manière dont les bateaux ont été transportés à travers les collines, les montagnes, la porte, l'histoire de la porte par laquelle les Turcs ont pu entrer à la suite... par une négligence incroyable. Hein. Tout cela, c'est un roman. C'était un trésor de logistique. Les Turcs étaient très en avance. Et tout ça, moi je crois que ça vaudrait quand même le coup de le raconter, parce que c'est une épopée. Voilà, mais pour dire, et ce sera le mot de la fin, les peuples d'Europe centrale et orientale, je pense aux Serbes, je pense aux Grecs, je pense aux Hongrois, s'ils ne veulent pas d'une immigration massive et essentiellement musulmane, c'est parce qu'ils en ont... leur histoire. Ah mais oui, c'est qu'ils en ont bavé, ils en ont soupé. C'est entre 3 siècles et 5 siècles de reconquête. Les Grecs sont devenus indépendants en 1829, les Hongrois un peu avant, mais ils ne veulent plus revivre ça. Et je vous dis, nous en France... on ignore complètement l'histoire de cette partie de l'Europe. Et d'autre part, certains rois se sont quand même un peu compromis avec le turc, comme on disait à l'époque, hein, pour des raisons soit commerciales, de géopolitique. Voilà. Dis-moi quel est ton passé, je te dirai quel est ton présent. Exactement. Merci et au prochain rendez-vous historique. Merci Gilbert. Heureux en tout cas de vous retrouver en bonne santé. C'est toujours un plaisir pour moi. En bonne santé historique, on va probablement la prochaine fois, si on a le temps, si l'actualité ne nous bouscule pas, parler de la prise de Constantinople, mais dans le détail. D'accord. Merci, bon courage. Avec grand plaisir. Merci. Bonne santé.
Au revoir. Au revoir.